Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 Mémoire de Radio, presente. Radioscopie, Jacques Chancel. Jean Marais. Jean Marais, on ne vous présente plus, vous avez 55 ans et vous êtes d'aujourd'hui. L'homme de l'éternel retour, de La Belle et la Bête, d'Orphée. Amant idéal du cinéma, vous êtes également risque-tout. Vous accrochez tous les rôles et c'est une lapalissade de dire que votre carrière est une réussite. Mais on vous connaît trop pour vous connaître bien. Nous allons essayer de vous connaître bien. Est-ce que vous croyez que je me connais bien? Justement, on va essayer de voir. J'en sais rien non plus. Vous venez d'où? Je suis né à Cherbourg, dans la Manche, un port de guerre, et jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était la seule ville de France que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai reçu une lettre m'annonçant que mon père était très malade, et je lui ai écrit pour lui demander, je ne connaissais pas plus mon père que ma ville natale, et je lui ai écrit pour lui demander s'il désirait me voir. Il m'a répondu une lettre merveilleuse, d'ailleurs très belle, où il me disait que ce serait le miracle qu'il a attendu toute sa vie. Et je suis donc allé voir mon père, et j'ai vu, dans la même circonstance, ma ville natale, Cherbourg, qui m'a étonné parce que je l'avais imaginé tout à fait d'une façon différente. Sans parapluie? Sans parapluie. Non, il faisait beau ce jour-là. Jean Marais, vous me dites que vous ne connaissiez pas votre père, ce qui pourrait vouloir dire que vous avez une enfance difficile? Non, il faut dire que j'ai un caractère assez inconscient, fataliste, et que même très jeune, j'acceptais les choses comme elles venaient. Alors bon, ma mère était partie de chez son mari quand j'avais 5 ans, et moi j'ai accepté la vie comme ça très bien. La vie ne m'a pas été plus difficile pour ça. Vous aviez suivi votre mère? C'est-à-dire qu'elle m'a emmené. J'avais 5 ans, je ne l'ai pas suivi. Est-ce que vous en avez souffert? Non, pas du tout, non. C'est pas terrible lorsque... Non, j'avais une mère qui avait un caractère assez ferme, elle était à la fois très féminine et très très masculine pour élever ses enfants, et elle avait emmené ses 2 enfants, et je crois qu'elle nous élevait très bien. Vous aviez un frère? J'avais un frère, oui. Vous êtes parti de Cherbourg, mais vous êtes parti pour où? Pour Paris. Et ça a été l'installation définitive? Oui. Vous avez été un bon élève à ce moment-là? C'est-à-dire, enfin, dans les environs de Paris, j'étais au Vésinet. Vous avez été un bon élève? Très mauvais élève. Mais vous Très mauvais élève, insupportable. J'avais vraiment tous les défauts qu'on peut imaginer à un enfant. Mais des défauts terribles. J'étais menteur, bluffeur, voleur, j'étais prétentieux, j'étais pas à prendre avec des pincettes, j'étais un petit être impossible. Le contraire d'aujourd'hui? Oh, le contraire d'aujourd'hui, j'ai sûrement tous les défauts, tous les défauts me sont restés, seulement je n'en emploie que quelques-uns. Ils me servent surtout pour mon métier. C'est-à-dire que très jeune, j'ai compris que c'est une ligne de conduite. C'est pas. On me dit gentil, je ne suis absolument pas gentil, pas du tout. Mais j'ai trouvé ça plus confortable d'avoir une ligne de conduite que j'approuvais. Alors j'ai mis au fond de moi-même tous mes défauts. Pas que je les cache, pas par hypocrisie du tout, mais parce que je trouve que si on peut avoir l'air beau moralement, il vaut mieux essayer de cette méthode, parce que beau physiquement, on n'y arrive pas. On est comme on est. Vous trouvez beau, Jean Marais? Non, je ne me suis jamais trouvé beau. C'est-à-dire que maintenant, quand je revois des photos, quand j'étais jeune, et que certaines personnes me trouvaient beau, j'étais vraiment sincèrement étonné. Je ne contredisais pas, mais quand je rentrais chez moi, je me regardais,
Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut me trouver pour qu'on me dise que je suis beau? Parce que je me trouvais absolument pas beau, je vous jure que je dis la vérité. Mais effectivement, maintenant, quand je revois les photographies, quand j'étais jeune, et que je me souviens de mon jugement, eh bien je me dis, pourquoi est-ce que je ne me trouvais pas beau? Car finalement, sur les photos, je me trouve pas mal du tout. Jean Marais, vous parliez à l'instant de défauts utiles, et vous précisiez que c'était pour une vie d'acteur. Il faut avoir tous les défauts et toutes les qualités. Il faut pouvoir Quels défauts? Quels sont les défauts qu'il faut avoir? Il faut les avoir tous. Dans les personnages qu'on vous demande d'interpréter, on rencontre forcément des personnages qui ont certains défauts, et il est bon donc de les connaître. Est-ce que vous avez fait des études sérieuses quand même? Pas sérieuses du tout. Je suis allé jusqu'en seconde. Et puis, j'ai été renvoyé de tous les lycées, et j'ai mis en demeure ma mère de me retirer du lycée. Et comme je reviens jamais sur ma parole, il se trouve que la dernière année, l'année où j'étais en seconde, j'ai pris goût pour la première fois au travail. Mais j'ai jamais osé dire à ma mère que j'avais changé d'avis. Et elle m'a retiré du lycée, donc à la fin de l'année. Il fallait seconde, j'ai donc pas mon bachot. J'ai aucun examen d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de certificat d'études en études secondaires. Et j'ai donc aucun... Ces diplômes vous en manquaient dans votre vie? Absolument pas, non. Non, c'est pour ça que, à l'heure actuelle, l'autre jour, par exemple, il est venu un jeune homme chez moi me voir espérant que je puisse l'aider. Hélas, on ne peut pas aider les gens. Eh bien, ce jeune homme me disait que, n'ayant pas son bachot, il ne pouvait pas aller, parce que je lui conseillais l'IDEC, et il me disait, je ne peux pas parce que je n'ai pas de diplôme. Et je trouve ça un peu stupide, parce qu'on peut avoir beaucoup de talent, en tant qu'opérateur de cinéma, par exemple. Il faut préciser que l'IDEC, c'est l'école des hautes études cinématographiques. Oui, mais enfin, il y a sûrement... Jean Cocteau, je crois, n'avait pas de diplôme, par exemple. Mais Jean Marais, vous n'avez pas de diplôme, mais vous êtes cultivé. Cultivé, non. Comment pouvez-vous imaginer que je me crois, moi, cultivé, alors que j'ai vécu auprès de gens tellement cultivés que je suis obligé de faire la comparaison et de me rendre compte que je ne suis pas quelqu'un de cultivé. Vous pensez à Cocteau en ce moment? À Cocteau et à tous les êtres auprès de qui j'ai vécu. Mais il fallait travailler, là. Donc vous avez quitté vos études en seconde, il fallait travailler. C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé. C'est-à-dire que j'ai fait un métier, j'ai abordé un métier que j'aimais, et que par conséquent, je n'ai jamais considéré ce métier comme un travail, ni comme un métier. J'ai toujours... c'est une honte, c'est vraiment une honte vis-à-vis de gens qui travaillent vraiment dans la vie et que j'admire. Eh bien, c'est une honte car finalement, je considère que je n'ai jamais travaillé, je me suis toujours amusé. Mais au début, quand même, je crois que vous aviez un peu trempé dans la photographie. Oui, oui, là j'ai travaillé. Mais d'une manière sérieuse. Là, je considérais ça comme du travail. Oui, j'ai été, aide-opérateur, apprenti photographe, puis aide-opérateur, et pendant 3 ans. Donc nous en arrivons maintenant à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez débuté comment? Ou plutôt vous avez commencé comment? Eh bien, je suis né avec cette maladie. Ma mère m'a toujours connu l'envie d'être acteur. C'est venu un jour qu'elle m'avait emmené, pour la première fois, je devais avoir 2-3 ans, au cinéma, et on jouait les Mystères de New York avec Pearl White. Et je suis sorti de là en disant que je voulais être acteur. Et naturellement, ma mère a beaucoup ri. Et les amis de ma mère aussi, ils ont pris ça pour une plaisanterie. Et puis, j'ai gardé cette idée, toujours. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge où il faut choisir un métier, là, mes parents ont commencé à être très inquiets. Car ils ont senti que je ne ferais pas autre chose. C'est à la fête. C'est à la fête. C'est à la fête
que je l'ai trouvé. Et à la fête que je l'ai perdu. C'était une grande fête. Une fête avec le tir à la carabine, et les gaufres, et les billards japonais, et les bouteilles de champagne, et les baraques, et les manèges. Et les manèges tournaient et mugissaient, et les gaufres embaumaient, et les billards carambolaient, et les carabines tiraient. J'ai tiré la carabine, je tire très bien la carabine, je m'en vante. Non, attendez, non, je me trompe. Non, je ne l'ai pas rencontré au tir, je l'ai rencontré au gaufre. C'est au gaufre que je l'ai trouvé. Les gaufres embaumaient, et elle en mangeait à pleines dents. Et elle a soufflé sur sa gaufre, et j'ai été couvert de poudre blanche. Et elle riait. Et je lui ai dit, comment vous appelez-vous? Et elle m'a répondu, je vous le dirai après. Après, nous avons été au tir. Et c'est au tir que je l'ai perdu. Oh, au tir, je cassais toutes les pipes. Et à chaque fois, elle criait bravo. Et comme il ne restait plus de pipes, j'ai visé l'œuf du jet d'eau. Et en visant, je lui criais, comment vous appelez-vous? Et elle répondait, je vous le dirai après. Je tire, l'œuf saute, je me retourne. Elle n'était plus là. Je l'avais perdu. Je l'avais perdu à la baraque de tir. Et je l'ai retrouvé. Oh, je courais comme un fou. Je me cognais, on m'insultait. Et je l'ai retrouvé aux bouteilles de champagne. J'ai acheté des anneaux, une foule d'anneaux. Et j'ai envoyé des anneaux avec elle. Et je lui criais, comment vous appelez-vous? Et elle me répondait, après. Je vous le dirai après. Hop, allons ensemble au balançoire. Ce sont de grandes balançoires qui montent et qui redescendent. On monte, et on redescend avant de mourir. Et je l'ai perdu. Je l'ai encore perdu aux bouteilles de champagne. Au balançoire, personne. Et la nuit tombait. Et les lumières s'allumaient, les ombres bougeaient. Et je l'ai retrouvé. Oui, je l'ai retrouvé au manège. Le manège se mettait en marche et elle y montait. J'ai eu juste le temps de lui crier, dites-moi votre nom. Et de l'entendre me répondre, je vous le dirai après. Et l'orchestre se met en marche. L'orchestre et les carrosses d'or, et les miroirs et les lampadaires. Elle était toute seule, sur une baie d'apocalypse, qui se vissait jusqu'au ciel et qui se dévissait jusque sous la terre. Et à chaque tour, je la voyais en haut de sa vis de cuivre. Et elle riait. Et elle montait, elle descendait. Et je criais, dites-moi votre nom. Et je devinais sa réponse à la forme de sa bouche. Et je l'ai perdue. Voilà comment je l'ai perdue. À chaque tour, je la voyais, qui riait, qui se cabrait. Et voilà que les carrosses ralentissent, que le manège tourne de moins en moins vite. Et l'orchestre s'arrête. Et tout s'arrête. Et je m'élance, car son animal se trouvait juste en face de moi. Et elle n'était plus sur son animal. Elle n'y était plus. Où était-elle? Je l'avais retrouvée pour la perdre. Et j'ai couru dans la fête. Et j'ai couru dans la poussière. J'ai couru dans les ombres. Et je criais, comment vous appelez-vous? Et personne ne me répondait. C'est à la fête que je l'ai rencontrée. C'est à la fête que je l'ai perdue. N'allez jamais dans les fêtes. On s'y trouve et on s'y perd, on s'y rencontre et on se cherche, car maintenant je la cherche. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je l'appelle Hep. Je la cherche. Je la cherche. Je la cherche. Et je ne la retrouverai plus. Vous avez commencé chez Charles Dullin? Non, en réalité, j'ai commencé chez un autre professeur qui s'appelait Popélix. Et ce professeur me faisait travailler des textes. C'est-à-dire que j'avais été chez ce professeur parce que j'avais lu une annonce dans un journal où on disait qu'il y avait des cours gratuits. Or, j'étais pas riche à l'époque,
Et les cours gratuits, c'était très important pour moi, et j'y suis allé. C'était un peu une espèce d'attrape-nigo, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait un cours gratuit le mercredi, et les autres jours, il fallait payer. Les vrais cours particuliers, il fallait payer. Vous avez payé? Alors, non, puisque j'avais pas d'argent. Alors, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas d'argent. Alors, il m'a dit, bon, ben, vous donnerez des répliques aux autres, et comme ça, vous travaillerez un peu. Et je suis resté chez ce professeur qui m'a conseillé de me présenter au conservatoire. Alors, j'étais d'accord, naturellement, et il m'a dit qu'il faudrait un miracle pour que je sois refusé. Alors je lui ai dit, faites attention parce que les miracles et moi, nous entendons très bien, il y a toujours des miracles pour moi, et alors je risque d'être refusé. Alors je me suis présenté au conservatoire, j'ai été refusé, et là, comme j'avais déjà décidé que j'avais de la chance, parce qu'un jour, en faisant de la figuration de cinéma, j'avais entendu Martial L'Herbier dire à son producteur, non, ne prenez pas cet acteur, en parlant d'un grand acteur, je ne me rappelle plus le nom, parce qu'il porte malheur. Et ça m'avait tellement frappé qu'on puisse ne pas prendre un acteur parce qu'il ait cette réputation, que j'ai décidé, dès ce jour, j'avais 19 ans, j'ai décidé de faire croire que j'avais de la chance et de dire que je portais chance. C'était votre... Et j'ai commencé très jeune à dire que je portais des chances et que j'avais une chance insensée. J'y croyais pas. Et finalement, par exemple, quand j'ai été refusé au conservatoire, les copains à qui je disais j'ai une chance insolente me disaient mais alors, comment expliques-tu que tu sois refusé? Je disais mais c'est là ma chance. La chance, on ne sait pas où elle est. C'est peut-être justement d'être refusé parce que cela m'indique un autre chemin. Il faut donc que je choisisse un autre professeur, un professeur qui soit anticonformiste, anticonventionnel, et j'ai choisi Charles Dulin. Je ne me suis plus jamais représenté au conservatoire. C'était une bonne école. Et je suis rentré chez Dulin. Donc, petit à petit, j'ai constaté que la chance que j'inventais devenait vérité. Et il est arrivé un moment dans ma vie où je ne savais plus si vraiment je bluffais ou pas en disant que j'avais de la chance, et j'essayais de me prouver que j'avais de la chance. Si bien que, à la guerre, par exemple, j'ai fait certaines choses pour me prouver que j'avais de la chance. Et peut-être le côté risque-tout dont vous parliez tout à l'heure, et peut-être aussi pour me prouver que vraiment j'ai de la chance. Et cette chance, vous l'avez encore aujourd'hui? Je l'ai. Toujours. Marais, c'est un pseudonyme. Vous l'avez pris à quel moment? Marais, c'est mon vrai nom. C'est-à-dire que mon vrai nom, c'est Villain Marais. Mais que, à l'école, au collège, mon père lui-même, qui était médecin, mettait sur ses ordonnances ou sur la plaque de docteur qui est à la porte, c'était toujours Marais. Dans ma famille, on ne s'est jamais servi du nom de Villain. Pourquoi? V-I-2-L-I-N. Je ne sais pas, peut-être parce que c'était trop compliqué. Alors, donc, pour moi, Marais est mon vrai nom, puisque je ne me suis jamais appelé autrement, ni au régiment, ni au... Pourtant, au régiment, en général, on appelle les gens par leur vrai nom. Eh bien, on m'a toujours appelé Marais. Jean Marais. Je regrette pas beaucoup de choses, je regrette rien, au fond, dans la vie. Oui, mais vous regrettez quelque chose, quand même. aides. Vous regrettez qui, par exemple? Jean Cocteau. Oui, d'ailleurs, vous avez dit une fois, pour moi, Jean Cocteau n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Et évidemment, je triche, je sais que je triche, mais je m'imagine que je peux l'appeler au téléphone, je lui demande des conseils, je lis des poèmes de lui, je vis avec lui. Chez moi, c'est comme un petit musée. Jean Cocteau, il y a vous l'avez des peintures, chance, des sculptures, de tout de Jean Cocteau, des manuscrits, énormément de choses, et au fond, j'ai un peu des remords, si vous voulez. Finalement, vous savez, quand on est très jeune, on accepte tout ce qui vous arrive comme une chose normale, comme si c'était presque un dû. Et finalement, je trouve que j'aurais dû être encore plus à la dévotion de Cocteau que je ne l'ai été.
Est-ce que vous avez toujours été un ami sûr pour lui, à tous les moments de votre vie? Sûr. Parce que je m'interrogeais, souvent je m'interroge, comme ça, vous savez, je suis très naïf, je suis très bête, je reste un vieil enfant au fond, et j'ai des réactions souvent un peu de minus. Et des fois je m'interroge comme ça, je me dis, voyons, qu'est-ce que je ferais pour cet être-là? Je crois avoir de l'amitié pour lui, ou de l'amour, et qu'est-ce que je suis capable de faire? Eh bien, Jean Cocteau était la seule personne qui je me répondais, je donnerais ma vie immédiatement pour lui. Mal dedans, mal d'amour, ainsi parle notre rêve, ainsi parle un secret lourd, parlent nos amours trop brefs. Mal d'amour, mal dedans, ainsi s'expriment les cartes, lorsqu'on veut lire dedans, pour que le destin s'écarte. Mal d'amour, mal divin, ainsi s'expriment les astres. Je souffrais trop et tu vins, comme un radieux désastre. Mal de corps, de l'âme mal, qui nous mine et nous emporte. Ce n'est rien, le principal, c'est de chanter à ta porte. J'ouvrirai ta porte ce soir, et ton sourire cependant me laissera apercevoir le joyeux éclair de tes dents. J'ouvrirai ta porte ce soir, ce soir. Mal dedans, mal d'amour par trop malin, mal d'amour et tour à tour, un mal atroce et divin. Ainsi mon chant s'achève, et mon cœur chante à son tour, comme chante notre rêve. Mal dedans, mal d'amour, mal d'amour, mal d'amour. Jean Marais, vous prenez tous les risques. Vous n'acceptez pas d'être doublé dans les scènes dangereuses, je parle au cinéma. Est-ce que vous pensez que cette audace est nécessaire? Mais vous savez, j'ai souvent répondu à cette question. Si quelqu'un va au sport d'hiver, il ne demande pas à quelqu'un d'autre de faire du ski pour lui. Pour moi, le cinéma sportif, c'est exactement mon seul sport. Mon seul sport que je fais avec autant de plaisir que quelqu'un qui va nager pour son plaisir ou qui va skier pour son plaisir. Vous êtes le parrain des cascadeurs, c'était un hommage? Ça vous a fait plaisir? Oui, parce que ça me fait plaisir qu'ils me considèrent comme un cascadeur. Parce que, je vais vous dire même quelque chose de très prétentieux, finalement, en général, les cascadeurs ont des spécialités, si vous voulez. Alors que dans les cascades, j'ai fait toutes les spécialités. Alors finalement, je me considère comme un de très bons cascadeurs. Quelles sont les scènes les plus dangereuses que vous avez tournées?
Ça dépend ce qu'on appelle dangereux. Celles que les gens ont pris pour les plus dangereux. Je parle pas des spectateurs. Non, bien sûr. Je parle des techniciens qui étaient autour de moi, par exemple. Eh bien, par exemple, c'est une scène, d'ailleurs, une belle avait pensé certainement me faire doubler, mais comme je l'ai deviné, je n'ai rien dit, mais j'étais en haut d'une grue. C'était dans Fantomas. Oui, j'étais en haut d'une grue et un hélicoptère venait me chercher, me lançait une échelle de corde et il repartait à 300-400 mètres d'altitude au moins. Et une belle me dit, quand l'échelle de corde arrive près de vous, vous faites semblant de la prendre et on coupe à ce moment-là. Et je me suis dit, ça c'est suspect, il va le faire par quelqu'un d'autre, après, sans me le dire. Alors, j'ai rien dit, j'ai dit oui. Et quand l'échelle de corde est arrivée, je suis monté sur l'échelle de corde et comme l'hélicoptère partait, je suis parti avec lui à 400 mètres d'altitude. Affolement d'une belle. Donc, sans sécurité du tout, sans rien, une belle affolée, mais se disant, du moment qu'il l'a fait, il peut le refaire. Et comme c'était pas prévu que l'appareil suive, il a fallu le refaire 2 ou 3 fois. Et dans l'hélicoptère, il y avait Gilles Delamarre. Et quand je suis arrivé dans l'hélicoptère, Gilles Delamarre était vert. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, mais tu es fou, tu es complètement fou. J'ai dit, mais enfin Gilles, tu fais des choses 10 fois plus dangereuses que ça. Il me dit, oui, mais c'est moi, c'est pas toi. C'est du courage ou de l'inconscience? Non, c'est ni courage ni inconscience. Qu'est-ce que c'est? Je suis persuadé que pourquoi une chose que je ferais à 50 cm du sol, je ne peux pas la faire à 400 mètres du sol. Il y a aucune différence. Je n'ai pas le vertige. Ça, c'est une chance. C'est pas de ma faute. Ce n'est pas dû à moi. Si, c'est quand même un peu dû à moi, parce qu'étant gosse, j'avais le vertige et j'avais peur. Et je me suis obligé à faire tout ce qui pouvait me faire peur et à aller dans des endroits où je pouvais avoir le vertige. Très, très jeune, ça. Mais d'une manière générale, c'est plutôt de la conscience professionnelle. Non, c'est... Par exemple, il se passe une... Oui, c'est la conscience, on l'appelle ça la conscience professionnelle, mais c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir, comme je vous dis, comme sauter dans le vide, c'est un plaisir. Ah, c'est merveilleux. C'est formidable. Et non, je fais ça vraiment... pour me délasser, pour me détendre. En plus, à cause de ça, j'ai énormément d'amitié de tous les techniciens. Oui, je sais, vous êtes très aimé dans le métier pour ça. Parce que après, il y a des techniciens qui font des films avec moi, qui n'ont encore jamais travaillé avant avec moi, et qui croient plus ou moins que je fais les choses. Et quand ils me voient les faire, je sens après un élan d'amitié, d'estime qui me réchauffe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, les spectateurs n'y croient pas toujours? Non, mais ça aussi c'est une des raisons pour laquelle je l'ai fait, parce que le cinéma et les journaux de cinéma, surtout, ont beaucoup montré de trucage au cinéma. Et j'ai voulu un peu lutter contre ça, pour que de nouveau les spectateurs puissent y croire. Vous êtes le seul à prendre ces risques? Ah non. Non, Belmondo en prend beaucoup, Alain Delon en prend beaucoup, Gérard Philippe en a pris. Non, je suis pas le seul. Mais il faut dire que j'ai un peu donné l'exemple. Vous avez quand même de l'admiration pour les comédiens qui ne se font pas doubler? Non, un comédien, ce n'est pas un cascadeur. Qui se font doubler, plus exactement. Non, parce que moi je préfère un grand comédien qu'un comédien qui fait des performances sportives. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire au point de vue comédien. Moi, je préfère Monsieur Gabin. Pour moi, c'est un des plus grands acteurs que nous ayons. Eh bien, Gabin n'aime pas ce genre de choses. Il me trouve complètement idiot de le faire. Il m'aime bien. Je crois que je lui suis très sympathique, mais il me trouve complètement idiot de faire une chose comme ça. Est-ce que vous avez des regrets? Je pense aux disciples du diable. Non, je n'ai pas de regrets. Je vous ai dit tout à l'heure que je prenais les choses comme elles arrivaient. Bon, le disciple du diable, j'avais envie de le monter. J'avais envie de faire la mise en scène, les décors, les costumes. Bon, je l'ai fait. Nous étions tous persuadés, surtout le directeur du théâtre, que cela marcherait merveilleusement, que ce serait un gros succès. Nous n'avons pu tenir
que 2 mois parce que le plateau était très cher, il fallait faire énormément d'argent et que le directeur n'a pas pu tenir le coup plus longtemps. Au Théâtre de Paris. Au Théâtre de Paris, bon. Mais, ceci dit, je ne regrette rien. Je suis ravi d'avoir fait et demain, sachant que ça ne marcherait pas plus, vous le referiez. Je le referai. Mais pourquoi aviez-vous attendu tant de temps pour remonter sur la scène? Parce que je n'avais pas de théâtre et que je voulais, c'est là où a été ma faute, je voulais un grand théâtre. Pourquoi la faute? Un petit théâtre? Parce que je suis persuadé que cette pièce dans un théâtre plus petit aurait marché. Oui, moi, personnellement, je n'ai pas compris. Ça n'est pas un échec, il ne faut pas non plus aller aussi loin. Ça n'est pas la réussite que vous attendiez. Non, j'ai eu une réussite d'estime extraordinaire parmi mes camarades de metteurs en scène et acteurs. J'ai reçu des lettres de gens formidables, des auteurs, bon. Donc, pour moi, je ne considère pas ça comme un échec. Mais le hic de l'histoire, c'était que la pièce est faite, le premier et deuxième acte, pour un petit théâtre, et le troisième acte pour un grand théâtre. Il fallait donc choisir. Et moi, prétentieusement, c'est là où j'ai été puni, le décorateur a influencé, le décorateur Jean Marais a influencé le metteur en scène Jean Marais, et il a pris un grand théâtre pour faire ses décors. Financièrement, c'est un échec. Financièrement, c'est un échec. Grave? Grave pour le directeur. Pas tellement pour Jean Marais. Non, sauf que j'ai pas gagné d'argent pendant que je jouais, mais c'est normal. Dans Le Disciple du Diable, vous avez tout fait. Les décors, les costumes, vous jouez le rôle principal, vous avez fait la mise en scène. Et en plus, sur la scène, il y avait les objets dont vous vous serviez, qui étaient des objets, mais véritables. Ce qui prouve que vous n'aimez pas le toc. Ah si, j'aime beaucoup. La preuve, il y avait des poupées à la place de figuration. Oui, mais ça, c'était une vue de la poésie. Poupées. Donc c'est du toc. Non, j'aime beaucoup au théâtre le côté... Mais ça dépend dans quel théâtre. Il y a des théâtres où on peut se le permettre, il y a d'autres théâtres, non. Pour vous, Jean Marais, qu'est-ce que c'est le théâtre? Un monde de passion? Un divertissement plus important que le cinéma? Ah, pour moi, le théâtre, c'est ma vie. Enfin, je suis heureux. Quoi qu'il arrive dans ma vie, j'ai 3 heures de bonheur quand je joue au théâtre. Entre la Comédie Française et un théâtre de boulevard, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est-à-dire que je choisirais le théâtre de boulevard. Jean Marais, j'ai beaucoup aimé être à la Comédie Française parce que j'adore les beaux textes. Au fond, j'ai joué des beaux textes au théâtre. Je n'ai jamais joué une pièce médiocre. Vous êtes content de vous ou de ce qu'on vous a offert? De ce qu'on m'a offert. Ou de ce que j'ai décidé de jouer, parce que on m'a pas offert de jouer Néron dans Britannicus, ni Oreste dans Andromaque. C'est moi qui l'ai décidé. Vous êtes sensible au malentendu du disciple du diable, ce malentendu étant celui qui existe entre ce que l'on croit être bien et ce que l'on croit être mal? Ah, très sensible, oui. Ça a conditionné toute votre vie, sans doute. Oui. Jean Marais, je voudrais que vous me donniez votre recette. Comment faites-vous pour rester jeune? Mais écoutez, si je vous disais j'ai une recette, ça prouverait que je crois être resté jeune. Or, je trouve que je parais l'âge que j'ai. Alors, la question inverse, est-ce que vous vous trouvez vieux? Je me trouve pas vieux. Non, mais c'est-à-dire que je trouve... Et, par exemple, quand j'avais 20 ans, on me parlait d'un homme de 55, je me disais que c'était un vieux monsieur. Donc maintenant, je sais que je suis un vieux monsieur, mais je ne me sens pas. Vous n'êtes pas encore dans le 3e âge, quand même. Je m'accepte comme vieux monsieur, mais je ne me sens pas... je me sens en bonne santé, en forme. Oui, mais est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez à la vieillesse? Je dois dire que dans mon métier, je trouve ça passionnant de vieillir, parce que ça vous donne l'espoir de changer de personnage, d'interprétation, d'apporter autre chose. C'est beaucoup plus facile de jouer, à mon avis, lorsqu'on est âgé que lorsqu'on... Mais on vous offre encore des rôles. Vous trouvez que c'est encore de la chance? Comment? D'avoir des rôles encore aujourd'hui? Bien sûr. De la chance d'être ici aujourd'hui, c'est de la chance. D'être en bonne santé, c'est de la chance. De ne pas avoir mal à la tête aux dents, c'est de la chance. Dans 10 ans, par exemple, vous accepterez de jouer les vieux beaux? Mais je l'accepterai ce soir.
Ça n'a aucune importance, le rôle n'a aucune importance. Au cours de votre carrière, qui est très importante, vous avez joué dans beaucoup de films, vous avez joué beaucoup de pièces. Est-ce qu'on vous a engagé parce que vous étiez beau ou parce que vous aviez du talent? Ça, j'en sais rien, parce que quand je revois un de mes films un jour comme ça, c'est rare que je vois un de mes anciens films, mais une fois, je tourne le bouton de la télévision, je tombe en plein sur un gros plan de moi dans un film qui était Le lit à colonne. J'appelle mon habilleuse qui était là, je lui dis, Jeanne, si vous voulez voir le film, vous l'avez sûrement pas vu. Et j'assiste au film avec elle. Et je me suis trouvé tellement mauvais que je me suis demandé comment, à l'époque, un metteur en scène avait pu me réengager. Vous trouvez donc que vous avez fait des progrès? Ah oui, ça, j'ai fait des progrès. Vous n'avez pas été gêné à certains moments de votre carrière par votre voix? Si, mais j'ai beaucoup travaillé la voix. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fumé à cause de ma voix, j'ai essayé de boire. J'ai pas très bien réussi ça, à boire. Je tiens très bien le coup à l'alcool, mais je n'aime pas tellement ça. Vous arrive-t-il, Jean Marais, d'avoir peur? Hélas, non. Parce que, au fond, la peur est une défense, si vous voulez, de l'organisme. On doit avoir peur. Mais je me suis tellement dressé à ne plus avoir peur que j'y suis arrivé et que c'est presque un défaut chez moi. Enfin, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de la vie, mais peut-être avez-vous peur de la mort? Ah, alors absolument pas. Je l'accepte tout de suite. On me dirait, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, de croire que j'allais mourir pour une raison, pour un autre, pour une maladie, pour un accident. Bon. Eh bien, j'ai accepté ça très bien. Je crois que j'accepterai ça très bien. Devant une chose, on sait qu'elle doit arriver, il faut l'accepter longtemps à l'avance. Est-ce que vous êtes en état de mourir, je veux dire, prêt pour ce grand oui. voyage? Non, parce que je suis jamais prêt en quoi que ce soit, alors. Vous disiez que vous aviez approché la mort. Dans des circonstances bien particulières? Par à exemple, la guerre? j'ai été... Oh non, à la guerre, ma chance me mettait toujours empêchait toujours qu'il y ait quelque chose de dangereux au moment où j'étais là. Enfin, je suis le contraire d'un héros dans la vie. On ne veut pas de moi comme un héros dans la vie. La vie ne veut pas de moi comme un héros. C'est-à-dire que quand je suis dans un endroit, il ne se passe plus rien. À la guerre, par exemple. Il n'y a jamais eu de drame pour vous? De drame, j'en ai eu, mais pas au point de vue danger. Vous avez dû... Si j'ai eu la tête prise sous un ascenseur, par exemple, je me suis évanoui sous l'ascenseur. Donc j'ai cru que je mourrais, là. Et c'était facile? Et je me suis retrouvé à l'hôpital, puisque je me suis évanoui, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'étais tout étonné d'être vivant. Jean Marais, vous avez du goût pour la bagarre. En relisant votre biographie ce matin, je me suis aperçu qu'à certains moments... Vous êtes sérieux? Vous aviez fait ce qu'on appelle le coup de poing. Oui, mais ça, je me le reproche. Je me le reproche parce que je trouve que la vie se charge de punir les gens méchants. Et que je n'ai pas à intercéder, à intervenir. Oui, en effet, je me suis souvent battu dans la vie. Je me suis souvent battu parce que bêtement, on se croit déshonoré si on ne répond pas à une insulte, alors qu'on est beaucoup plus fort si on ne répond pas. Mais si aujourd'hui encore, par exemple, dans un bar, dans un restaurant, on vous fait des réflexions que vous n'aimez pas, vous êtes capable d'entrer dans le rififi? J'espère que non. Mais on ne peut jamais garantir ces réactions. Déjà, avant, je ne me suis pas bagarré depuis 3 ans à peu près. Mais déjà, à ce moment-là, je me disais que j'étais idiot de me battre, qu'il ne fallait pas me battre, que c'était ridicule, qu'il valait mieux se tenir bien. Quel était l'objet de la dernière bagarre? C'était au Saint-Hilaire. Et c'était un soir de réveillon. Et d'abord, mon réveillon avait commencé dans un incendie, chez moi. Tout a brûlé. Et bon, le réveillon était préparé à la maison, et on a dit, bon, bah tant pis, on s'en va, on va aller réveillonner ailleurs. Et on est arrivé au Saint-Hilaire, qui était archi-comble, et on nous a donné, comme c'était pas prévu, on n'avait pas retenu des places, on nous a donné des places entre des gens qui étaient là, et ça a déplu à 2 dames qui étaient... moi, j'avais été sur un tabouret pour laisser la place à la jeune fille avec qui j'étais. Et
cette jeune fille était vraiment gênée par la dame qui était à côté d'elle, qui, furieuse d'avoir cette jeune fille à côté d'elle, lui mettait le coude sur la cuisse et tournait le coude pour lui faire mal pour qu'elle s'en aille. Moi, voyant le manège, j'ai dit à cette jeune fille, écoute, prends ma place, tu seras... je devrais pas te mettre sur le tabouret, il vaut mieux que tu sois sur la banquette, mais cette dame n'osera sûrement pas me faire ce qu'elle te fait, parce que ça aura l'air des avances. Je parlais aussi fort que ça pour que la dame entende. Alors, et puis on change de place. Et la dame me fait la même chose. Et puis faisait des réflexions assez désagréables à une autre amie qui était avec elle, sur moi. Et ces deux dames étaient avec un monsieur, ne pouvant pas gifler des dames. Je dis à la dame, si vous continuez, je vais être obligé de gifler le monsieur qui est avec vous. Et une fois que j'ai dit une chose, je me crois obligé de la faire. Et comme elle a continué, ce pauvre monsieur a reçu une gifle. Comme il était à ma droite, j'ai été obligé de frapper avec le revers de ma main. Et ce pauvre monsieur a été couvert de sang immédiatement. Il s'est levé, j'ai cru que c'était pour se bagarrer, et je suis rentré dedans avant qu'il ait aucune réaction. Et il était couvert de sang. Et voilà. Ça, c'est le Jean Marais qu'on ne connaît pas. Hein. Vous aimez la musique, Jean Marais? J'aime la musique. Qu'est-ce que vous préférez dans la musique? J'aime tout, même la mauvaise musique. Il y a une mauvaise musique? Bon, oui, quand même. Mais enfin, à certaines heures, je mets n'importe quoi. Pour vous détendre, qu'est-ce que vous choisissez? Le classique, les variétés? Ça dépend si dans quel état d'esprit je suis. Ça dépend si je suis... bien disposé, quoi. Bien disposé, si je suis heureux, malheureux, triste. La chanson. À un certain moment, vous avez fait du théâtre, vous avez fait du cinéma. Oui. Et ensuite, vous avez fait une tentative de chanson. Oui, mais c'était une gageure, c'était insensé. C'est-à-dire que ça a commencé parce que je voulais trouver des textes pour mon fils qui chantait, mais qui n'avait pas encore fait un disque. Et j'avais retrouvé ces textes de Cocteau. Et par hasard, j'ai rencontré un compositeur qui est une femme charmante, et qui s'appelle Janine Bertille, et à qui j'ai demandé, comme je crois toujours à la chance, je me suis dit, c'est ma chance qu'il la place là aujourd'hui devant moi, parce que je peux lui demander ça. Alors je lui ai demandé si elle consentirait à mettre en musique ces textes inédits de Cocteau, qui s'appelaient des chansons parlées, parce que je ne me permettrais pas de mettre de la musique sur de vrais poèmes, mais gens ne les considérant pas comme vraiment des poèmes, c'est pour ça que je les avais appelés des chansons parlées. Je lui ai demandé si elle voulait faire la musique. Elle m'a dit oui. Comme mon fils les a entendus, il a trouvé que c'était pas des choses assez dans le vent pour lui, assez jeune. Vous aviez une jolie voix? Mais non. Non. Pas du tout. Pour chanter, je parle. Non, j'ai jamais pu chanter. J'étais infirme pour chanter. Je chantais faux, je n'avais pas de mémoire musicale, pas de rythme, j'avais rien. J'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais gosse, ma mère me chantait des chansons d'amour et j'aimais ça. Aujourd'hui, j'aime encore les entendre. J'ai l'impression de revoir les visages d'autrefois. La musique, c'est des souvenirs qui vont du noir, du gris au blanc. Salut, tu m'as manqué, je peux pas partir. On oublie tout, on n'oublie rien. Les coups de cœur, les coups de chagrin, les yeux d'une femme, le sourire d'un copain. On oublie tout, on n'oublie rien. Il y a toujours un refrain pour te rappeler que c'était bien. Where is yesterday? Morning haze, I hear the music playing.
musique, quand elle se souvient des trains de nuit, sans jamais te faire regretter ni le présent, ni le passé. Quand elle monte au coin d'une rue et fait revivre les voix qui se sont tues. La musique, c'est un enfant qui vous dit tout simplement, tu sais, je t'aime bien. Il y a toujours un refrain pour te rappeler que c'était bien. On n'oublie pas les je t'aime qu'on se donnait comme des lambeaux de bonheur pour arrêter le temps, pour avoir moins peur. J'ai toujours aimé la musique parce qu'il y a toujours un refrain pour te rappeler qu'on oublie tout, on n'oublie rien. Vous me parliez à l'instant de votre fils, que je connais bien, c'est Serge. C'est un garçon charmant d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup Serge. Mais on vous a reproché de l'avoir eu si tard, non? Bah oui, c'est une des actions qui n'a pas été très jolie de ma part, parce que bon, j'ai eu une aventure avec une jeune fille quand j'ai été démobilisé. J'ai été démobilisé près de Auch et dans une ferme, il y avait une jeune fille là et j'ai eu une aventure avec et elle m'a écrit après pour me dire qu'elle était enceinte. Naturellement, j'y ai pas cru. Et puis après, elle m'a écrit de nouveau pour me dire qu'elle avait un enfant. J'y ai toujours pas cru. Et là, et ma mauvaise action, j'ai fait le mort. Et mais vous avez fait le mort longtemps. J'ai fait le mort longtemps, tout le temps. Si le hasard m'avait pas fait rencontrer Serge, par hasard, dans un bar, par hasard, vraiment par hasard. Il le savait, lui. Pas du tout, il le savait pas. C'est là où j'ai cru finalement, et je suis sûr que c'est mon fils, parce que cette femme a été absolument impeccable. Elle m'a prévenu, mais elle n'a jamais cherché à en profiter, ni à chercher que je l'aide, ni jamais rien. Elle savait ce que vous étiez devenu. Ah ben naturellement. Donc, je crois que j'ai cru forcément que c'était la vérité. Je l'ai rencontré par hasard et on s'est mis à parler. Je lui ai demandé son nom et il m'a dit qu'il s'appelait Ayala. Je lui ai dit tiens, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Ayala dans le temps. Il m'a dit ah où? J'ai dit à Auch. Et il m'a dit et comment s'appelait? J'ai dit Maria Ayala. Or sa mère, on l'appelle Gabi. mais à cette époque, elle s'appelait Maria. Alors il m'a dit c'est ma mère. Évidemment que ça a été pour moi une chose incroyable parce que je me suis dit mais enfin. Vous avez décidé là? Non, pas du tout. J'ai rien décidé du tout. Mais comme il voulait faire ce métier, je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider tout de suite parce que je partais pour la Russie, qu'à mon retour, je le préviendrai et je verrai. Et puis, je partais, c'était une époque très difficile, c'était le mois de janvier, et aller en vacances au mois de janvier, on ne sait pas où aller. Les sports d'hiver, c'est trop tôt, et il faut aller chercher un endroit de soleil. Et j'ai pensé aux Antilles. Alors, j'ai demandé l'adresse de sa mère, j'ai écrit à sa mère, à mon retour j'ai téléphoné, et j'ai dit, je vais aux Antilles, vais emmener Serge avec moi. Ne lui dis pas que je suis son père, puisqu'il ne le sait pas encore, et je vais voir comment il se comporte. Car vous vouliez d'abord voir comment était ce fils. Oui. C'était encore de l'égoïsme.
aux Antilles avec moi. C'est-à-dire que je l'ai vraiment transporté d'un milieu dans un autre, parce que il était d'un milieu très très simple, et je l'ai transporté dans le milieu le plus snob et le plus curieux qui soit, c'est-à-dire les clients de croisière, de première classe. Enfin, on sait ce qui s'est passé ensuite, mais... Et alors après, il a eu une histoire pour son régiment, parce qu'il était 2 mois en retard au régiment. Et il devait faire de la prison. Et tout ça parce qu'il croyait, parce qu'il n'était pas français, sa mère est gitane. Et il croyait qu'il pouvait choisir sa nationalité à 21 ans. Alors je me suis dit, si vraiment ce gosse a tous ses ennuis à cause de moi, ce n'est pas juste, et je vais le reconnaître. Et je l'ai reconnu. Mais vous n'avez pas réparé jusqu'au bout, car dans la ligne normale des choses, vous auriez dû épouser sa mère. Ah mais sa mère s'était mariée entre-temps. Enfin, vous avez des excuses. Est-ce que Serge est le fils que vous auriez souhaité avoir? Vous savez, son fils est toujours le fils qu'on a souhaité avoir. Jean Marais, vous êtes célibataire, pourquoi? Parce que je suis très heureux comme ça. Quelles sont les femmes qui ont marqué dans votre vie? Marqué, il n'y en a pas. Celles qui sont passées, alors? Ah écoutez, c'est indiscret d'en parler, vous les connaissez aussi bien que moi, d'ailleurs. Non, je voulais parler de vos amis, bien sûr. Jean Marais, que vous reprochez-vous? Ça fait partie de mon égoïsme, je me reproche pas grand-chose. Ça, par exemple, je me le reproche, oui. Oh, je me le reproche pas vraiment. Avez-vous besoin d'être aimé? J'aime être aimé, oui. Pour la forme ou simplement pour le fond? Comment pour la forme? Pour moi, parce que c'est agréable d'être aimé. Mais enfin, j'aime mieux aimer que d'être aimé. Que pensez-vous des critiques? Les critiques, eh bien, je pense que ils sont nécessaires. En général, ce que je reproche aux critiques, en général, c'est qu'ils ne vous apprennent pas grand-chose. On aimerait qu'ils vous apprennent quelque chose. C'est-à-dire que si... C'est donc une critique? Oui, c'est une critique que je fais aux critiques. C'est que souvent, ils me reprochent quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord du tout, mais par contre, je me dis, il aurait dû me reprocher ça, ça, ça et ça. Au cours de ma carrière, il y a un seul critique qui m'a appris quelque chose, c'était en 1938, un critique qui a dit, c'est dommage que ce jeune homme joue toute la pièce en se serrant les poings. Bon, celui-là m'a appris quelque chose, je suis obligé d'ouvrir les poings et d'avoir les mains détendues. Et les autres n'ont rien appris? Les autres ne m'ont rien appris. Jean Marais, au cours de votre carrière, qui est longue, vous avez rencontré des personnages fabuleux, extraordinaires. Quels sont ceux qui ont retenu votre attention, en dehors de Cocteau, ça on le sait déjà? Oui, celui qui m'a le plus impressionné de tous, c'est Picasso. D'abord dans son atelier, à Paris, rue... je ne sais pas. Augustins. Fantastique. Parce que ce qui était étrange, c'est que on allait à pied, c'était pendant l'occupation. On allait à pied, puis j'habitais le Palais Royal, c'était pas très loin. Et en allant du Palais Royal à chez lui, on voyait souvent sur les trottoirs des marelles dessinées par des gosses, des dessins dessinés par les gosses. Puis on montait, on arrivait chez Picasso, et on retrouvait tout ce qu'on avait vu. On retrouvait transformé, amené dans son univers. Ce qui était extraordinaire, par exemple, dans cet atelier, qui était énorme, avec une atmosphère très belle, c'est que même la poussière prenait des formes et des aspects qu'il n'y avait pas chez les autres. Vous pensez que c'est le plus grand peintre contemporain? Pour moi, oui. Le seul qui restera? Ah, pas le seul, mais c'est pour moi le plus grand. S'il y en a d'autres qui doivent rester, ce sont lesquels? Braque. Je parle dans 100 ans. Oui, dans 100 ans, je parle. Vous devez... 100 ans, dans 1000 ans. Vous avez des souvenirs, mais vous avez également un véritable musée chez vous. Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas de tableau de Cocteau, de Picasso, de Cocteau, oui, bien sûr. J'ai un dessin de Picasso, qui est le portrait de Cocteau, quand Cocteau avait 17-18 ans, je crois. Cela veut-il dire que Picasso garde véritablement ses tableaux pour lui?
Ah, mais naturellement, mais j'ai pas les moyens de m'acheter un... Il aurait pu vous l'offrir. Oh, je ne demanderai jamais à Picasso de m'offrir un tableau. On ne demande pas à quelqu'un de vous offrir 30 millions, ou 40 millions, ou 50 millions. C'est pas possible. Écoutez. Jean Marais, vous dites à 60 ans, je prendrai ma retraite pour peindre et écrire. Est-ce vrai? Oui, écrire, ça c'est peu probable. Mais pour peindre, sûrement, oui. À quel âge avez-vous reçu de vraies lettres d'amour? Ah, ça, c'était mon grand désespoir. C'est qu'au début de ma carrière, je recevais très peu de lettres de femmes. Et j'étais très inquiet. Et puis, ça a commencé pendant les Parents terribles. Comment vous trouvez-vous aujourd'hui? Comment je me trouve, comment? Physiquement. Physiquement, voilà, c'est la question. Par exemple, si on aime quelqu'un, on a envie de lui offrir ce qu'il y a de plus beau, de mieux. Si on est riche, par exemple, on offre le plus beau bijou, la plus belle fourrure. Bon. Or, si vous aimez quelqu'un, vous avez envie de lui offrir l'être le mieux qui existe. Or, comme je ne me trouve pas l'être le mieux qui existe, eh bien, je ne m'offre pas. C'est tout. Vous n'avez pas peur de la mort, mais de quoi avez-vous peur? On a toujours peur de quelque chose dans la vie. Non, peut-être la souffrance. Et encore, je suis assez dur pour la souffrance. Mais enfin, j'aimerais pas souffrir. Souffrir physiquement, je parle. Vous avez combien d'années à vivre encore? J'ai peut-être 24 heures à vivre, j'ai peut-être... Non, mais vous voulez vivre encore combien de temps? Vivre, j'ai vécu. Peu vous apporterait de partir maintenant? Ah, ça me serait absolument égal. Alors je vous demande de rester... rester... dis ça sans tristesse. Non, je vous demande de rester encore un peu. Jean Marais, je vous demandais il y a un instant si vous aviez peur de la mort, vous m'avez répondu non. Mais comment voyez-vous votre avenir? Ce sera ma dernière question. Je vois mon avenir en faisant mon métier et en faisant de la peinture le plus possible et en vivant, plus je vais aller, en me retirant de plus en plus et enfin à avoir une petite trappe, si vous voulez, une petite trappe particulière et assez confortable. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.